Merci Sophie d'avoir fait le chemin depuis Bruxelles pour partager ce moment avec nous. Je pense que c'est important qu'on puisse aussi te rencontrer et parler avec toi. On a un temps assez limité. On a une toute petite demi-heure devant nous, enfin 25 minutes maintenant. On va essayer de laisser un petit peu de temps en fait à quelques questions de la salle. Et moi, je vais essayer aussi de faire vite pour laisser la parole à Sophie. Pour rentrer tout à fait dans le vif du sujet, je vous propose aussi peut-être quelques éléments de contextualisation. Peut-être dire deux mots d'abord sur le parcours de Sophie, qui est une cinéaste belge, dont l'œuvre est toute dédiée au genre documentaire. Aujourd'hui, je crois que tu as réalisé 13 films qui font de toi une cinéaste à la filmographie assez éclectique, et je pense un éclectisme qui est aussi lié à ta formation initiale en anthropologie à l'EHESS. Enfin, je pense que ça concourt. Je voudrais rappeler aussi que tu es productrice, que tu fondes la maison de production Alter Ego Film au moment où il faut distribuer, en tout cas, enfin c'est plutôt une bonne chose, mais où Arbre doit être distribué en Belgique. Et puis tu es également scénariste, et enfin, pour clore ce parcours, tu es également enseignante à l'INSAS, école de cinéma belge que vous connaissez sans doute tous, depuis 2008. Alors avec Arbre, Sophie, tu co-réalises avec Marc-Antoine Roudil ton troisième film documentaire, après deux premiers documentaires qui sont Pêcheur à cheval, je ne me souviens jamais du titre, en 93, et puis Par devant notaire, qui arrive en 99. Il faut aussi dire que Arbre a eu beaucoup de succès en salle au moment de sa sortie en Belgique, que ce succès était, tu le dis toi-même, assez inattendu. J'aimerais revenir aussi aux origines de ce succès et également en fait à ce qui est certainement propre au geste documentaire, c'est-à-dire une capacité à s'émerveiller, à s'étonner des choses qui nous entourent et des choses parfois tout à fait, qu'on considère tout à fait ordinaires. En 91, tu racontes que tu rencontres, que tu écoutes une émission de radio sur France Culture avec Francis Allais, qui est un grand botaniste français que vous connaissez peut-être. Et puis tu le rencontres assez vite ensuite à Montpellier. Et puis de là, en fait, tu expliques que tu n'as plus jamais en fait vu les arbres de la même manière, ou en tout cas que tu as cessé en quelque sorte de les, entre guillemets, de les ignorer, quoi. Alors je voudrais que justement tu puisses évoquer rapidement cette rencontre avec Francis qui est aussi conseiller scientifique sur le film, parce qu'il me semble que en fait cette rencontre c'est aussi ça explique aussi un peu peut-être la genèse du film. Oui. Donc, il y a tellement de choses à dire que je dois me restreindre. Je suis en train de ranger dans la tête pour dire l'essentiel tout en étant limité. Et effectivement, la rencontre avec Francis, c'est l'élément déclencheur de tout d'un coup comment naît l'idée d'un film. Et donc, je suis chez moi, j'écoute la radio, et il y a une émission qui s'appelle c'était c'est en 5 épisodes, c'est la voix à voix nue, voilà, merci. Et c'était sur l'arbre. L'arbre, c'est inconnu, c'est incertitude. Et donc, il y avait Francis qui intervenait. Et comme je l'ai prise en cours, à un moment donné, je me demande, mais ce type raconte soit des contes, soit je ne comprends pas, en fait. Il parlait de l'arbre à lait, de l'arbre qui marche, de l'arbre qui communique, de l'arbre à fioul, de l'arbre à pierre. Et vous n'avez pas tout vu. Et donc, j'ai cette formation d'anthropologie et effectivement, il y a quand même cette traverse entre, dont on parle beaucoup aujourd'hui, puisque ça induit un rapport au vivant qui est le rapport nature-culture et la relation que nous entretenons avec la nature qui nous constitue et à laquelle on participe. Donc je crois que ce film-là est choisi aussi aujourd'hui pour ça, parce qu'il y a des telles
un tel renouvellement de questions, une telle littérature autour du rapport que nous entretenons avec le vivant, le nous extensible, comme dit Bailly, c'est-à-dire aussi bien le végétal, le minéral, l'animal, le sidéral. Et donc, j'étais pas du tout attentive aux arbres, en fait. J'avais pas appris à les nommer. Hein. Souvent, à 5 ans, on peut nommer les grands mammifères que nous n'avons jamais vus, mais pas les arbres qui sont dans la rue à côté de chez nous. Et donc, j'étais dans cette ignorance, effectivement, là. Et souvent, effectivement, nommer, c'est déjà comprendre. Donc, il y a cette expérience qui n'avait pas été transmise. Je suis quelqu'un, au départ, on va dire, d'une petite ville. Et du coup, oui, j'ai l'impression que les arbres, comme les plantes, ça relevait de la haute culture, en fait. Vous voyez, un peu comme l'opéra. Et du coup, là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui, au lieu de parler d'un phénomène de nécrose d'un côté, de croissance de l'autre, avec un phénomène de déplacement, d'autant de mètres, il va dire l'arbre qui marche. Et donc, ça va contre l'idée reçue. S'il y en avait bien une qu'on avait et qu'on entretenait bien, c'était l'idée de fixité des arbres. Et donc voilà, c'était quelqu'un qui, tout d'un coup, me parlait des arbres comme on n'avait jamais parlé, en fait. Avec sans doute à la fois des informations scientifiques, mais avec la fulgurance du poète. Et ça a ouvert, je dirais, une décennie de travail, cette émission. Oui, on ne s'imagine pas parfois qu'on appuie sur le bouton que d'un coup, on va créer une révolution dans sa vie qui durera 10 ans, même plus peut-être, parce que ça, aujourd'hui, ça me constitue et ça a tellement changé le cours de mon propre parcours intellectuel, sensoriel. Mais je pense que ce qui est important par rapport à justement cette analogie, pour pas en faire juste une histoire historique, en fait, de type anecdotique, c'est que j'ai voulu rester dans la même position, en fait. C'est-à-dire que je suis pas botaniste, j'ai pas la main verte, enfin peut-être un peu plus, mais si dit, oui, non. et donc, j'ai pas ce regard d'expérience avec un savoir spécialisé, en fait. Et en même temps, ça a permis d'avoir une ouverture en termes d'élaboration du projet qui s'est étalé sur 10 ans, qui était pluridisciplinaire. Donc, d'aller puiser d'abord les arbres en cinéma, et puis dans la littérature, en anthropologie, dans la mythologie, etc. Et dans la peinture, je me suis mise à voir les arbres, en fait, tout simplement. Chose que je ne regardais pas. Et donc, effectivement, le monde s'est agrandi. Et puis, il y a eu au départ la rencontre avec Francis, parce que à l'époque, il n'y a pas de portable, il n'y a pas d'internet, hein, je vous rappelle. C'était tout à fait un autre rapport aux autres. Et donc, il y avait Minitel quand même. Et donc, il n'y a plus, non, ça a bien été remplacé. Mais, et donc, on contacte son auditeur, et puis on va le voir à Montpellier, où il était prof de botanique, toujours à ce moment-là. Et voilà, il y a une grande histoire qui commence de collaboration, en fait. Et on rentre chez lui avec l'idée des arbres et on ressort avec la forêt. Donc, il y a 2 projets qui vont être concomitants, un projet autour des arbres et un projet autour de la forêt primaire. Mais, et donc, sur ces 10 années-là, en fait, j'ai écrit d'abord un projet de 18 courts-métrages avec chaque fois l'histoire d'un arbre en particulier. Qui était très difficile à monter parce que la série est difficile financièrement. Mais en revanche, ça m'a permis d'aller repérer différents endroits déjà et d'arpenter, en fait, le territoire de l'arbre. Vous voyez, de l'expérimenter aussi bien chez nous que ailleurs. Et j'ai très vite compris aussi qu'il fallait passer par des histoires extraordinaires pour revenir à l'ordinaire, qu'il fallait passer aussi par l'exotisme d'une certaine manière, même si toujours relatif, pour retrouver l'endotique, comme dit Pérec. Et que ce travail-là, c'est un travail effectivement de remise à distance d'une certaine manière, que procure aussi très bien le cinéma, hein, qui, je pense, a la force de magnifier les détails et de participer à cette espèce de processus de défamiliarisation de choses qu'on connaît parfois tellement bien ou qui sont tellement là qu'il nous permet de les revoir, de les reconsidérer et tout d'un coup de nous les présenter pour en faire des sujets, en fait. Et je pense que c'était tout
tout le travail du film, c'était de faire passer dans le regard du spectateur, de la spectatrice, de faire passer l'arbre qui est souvent comme un mobilier urbain, comme il est dit dans le commentaire, donc plus un objet, et de le rendre vivant et d'en faire un sujet, en fait. Sophie, peut-être, je ne sais pas si ça marche toujours ce truc, vous m'entendez? Oui. Peut-être revenir justement à une question de cinéma pour rentrer aussi dans le vif du sujet qui nous anime. Je reviens, le dossier de presse, vous verrez, il est sur le site internet de la société de production de Sophie, alteregoproduction.be. Non, c'est Non, vous faites c'est www.alteregofilm.be. Donc c'est ALTERGO film au pluriel.be. bon, on partagera le Oui. lien avec vous. Et donc, il est très 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 complet, très bien fait. Exactement, et il y a plein de ressources qui seront absolument utiles pour vous autres si vous avez envie de le programmer, notamment un dossier de presse qui a été super bien fait. Et je voudrais revenir à ce que Patrick Lebout, qui a écrit un petit texte, disait dans ce dossier de presse. Il dit que pour cet essai poétique à fondement scientifique, tu as parcouru avec Marc-Antoine 140 000 kilomètres, soit 3 fois le tour de la Terre, pour filmer les arbres du monde. Il ajoute que dans le film, en fait, la réalité des arbres est aussi un appel à la fiction. Alors, je voudrais juste revenir sur une de tes citations. Alors, je ne sais pas si c'est dans une des interviews, des suppléments, du DVD, enfin bon, bref. Tu dis « Filmer un arbre est une autre épreuve de vérité qui ramène aux questions essentielles du cinéma. L'arbre ne supporte pas l'erreur et n'admet pas l'imprécision, ni la gratuité. » Et tu cites... tu reviens assez régulièrement sur une citation de Lubitsch à l'adresse de jeunes cinéastes. Et puis, j'aimerais bien que du coup, tu puisses en dire 2 mots. Et puis également, nous reparler un petit peu de ce paradoxe de taille, justement, entre l'arbre qui est fixe et le cinéma qui est mouvement. Donc, comment, en fait, tu réussis, avec Marc-Antoine, à provoquer cette rencontre avec les arbres, celle que tu recherches, tu as la même émotion que lorsque tu écoutes Francis Allais sur France Culture. Et quand commence le cinéma? Il y a beaucoup de choses. Je vais quand même vous dire la phrase de Lubitsch, parce que vous devez tous être impatients. Il dit « Filmez d'abord les montagnes, les maisons, et puis vous serez mûrs pour filmer une comédie. » Donc j'ai rajouté à sa liste les arbres, évidemment. Et c'est clair que filmer les arbres, c'est un peu une école en cinéma. Moi, j'ai pas fait d'école de cinéma. J'ai fait 3-4 mois, puis je suis partie, en fait, parce que je sais pas. Je crois que je piaffe trop d'impatience. T'as fait arbre, toi? J'avais trop. Oui, c'est ça. J'ai fait ma propre école avec l'expérience de l'arbre. Et effectivement, filmer les arbres, c'est être confronté à un sujet qui est anti-cinématographique. C'est peut-être le plus anti-cinématographique. Et parce que, comme tu le dis, il est fixe, il parle pas, il est immobile, et il n'est pas spectaculaire, hormis ceux qu'on va aller chercher qui parfois sont un peu plus singuliers, mais donc il a un peu rien pour lui en fait. Et au départ, c'est peut-être une belle idée, mais quand ça se concrétise, ça devient une grande angoisse en fait. Après, c'est une belle angoisse de savoir comment filmer l'arbre et devant chaque arbre de trouver une solution cinématographique en fait. Mais c'est juste que ça nous a ramené à des questions essentielles effectivement, qui étaient d'ordre en cinéma, de se dire comment filmer quelque chose en fait. Du coup, de considérer nos intentions et d'essayer d'accorder le pourquoi au comment. Et d'essayer de développer ce que j'appelle une forme qui pense, qui soit porteuse du contenu, qui permette en fait que le commentaire soit peut-être le plus réduit possible, parce que la forme raconte, elle porte l'histoire. Et donc ça, c'est aussi bien lié à la façon dont on le filme et à tout ce que ça veut dire de filmer quelque chose, c'est-à-dire le rapport en lumière, un mouvement de caméra ou pas, le rapport image-son, le jeu de rapport entre 2 plans, le rapport entre les séquences et sa place dans le film. Mais du coup, on va peut-être plus qu'aucun autre film être dans une forme d'approfondissement de tout ça.
Donc on va choisir nos heures-lumière sur l'ensemble du tournage. C'est un tournage qui se fait aussi dans la durée. On a tourné sur 15 semaines, effectivement, à différents endroits. On va repérer systématiquement parce qu'on comprend au début, de par nos échecs, que il faut savoir comment on veut filmer avant de filmer. Donc il faut repérer à chaque fois, en fait. C'est de documenter sur l'arbre, son environnement, la météo et l'histoire qu'on veut raconter. Du coup, après, il y a l'arbre en tant que tel, physiquement, où il y a une expérience et du matériau, on va tirer la forme. Mais du coup, il y a des repérages systématiques, ce qui augmente aussi le temps que nous allons prendre. Et il y a aussi quand même ce qui explique tout le travail d'écriture qui peut-être est un peu singulier par rapport à un film dit documentaire plus classique, c'est-à-dire qu'il y a quand même toute une machinerie. On a une petite équipe, mais on va travailler quand même avec une cinébule qui est adaptée au cinéma, qui est une montgolfière, qui était d'ailleurs dans l'opération Canopée, qui est une opération que Francis Allais a menée autour des forêts tropicales. Et donc là, on a filmé dans le Limousin, sur le plan de la Courtine après la tempête de 99. En mars 2020, c'était encore un endroit où ça n'avait pas été nettoyé. Pour toute la fin du film, il y a 3 séquences sur la mort des arbres, en fait. Et donc voilà, c'est la première séquence, et c'est le vent. Mais et on a une grue, par exemple, qui était un prototype électronique qu'on était cherché en Allemagne, qui était une petite grue qu'on pouvait emporter avec nous et monter avec un machiniste. On était une équipe de 4. En fait, on faisait le son nous-mêmes, pour vous dire, en grande partie, sauf sur la partie principale, Madagascar. Mais donc, ça reste assez limité, en fait. On n'est pas le peuple migrateur, vous voyez, c'était pas la même production. Donc, pour vous dire qu'on est une petite équipe, on travaille dans le temps et ça, ce temps-là, c'est aussi bien le temps de tournage que le temps de montage, que le temps qu'il a fallu pour cheminer jusque-là, en fait, où j'ai engrangé beaucoup voilà, ce que je disais tout à l'heure, de savoir singulier. Mais donc, ce temps de repérage, ce temps de questionnement, effectivement, il nous ramène aux questions en cinéma et aussi de mettre beaucoup de valeur ajoutée pour justement le faire devenir sujet. Et après, je pense qu'il y a une fausse idée par rapport au cinéma. Beaucoup de grands cinéastes travaillent en plan fixe, hein, que ce soit Ford, Ozu, Bresson, je dis c'est des gens du plan fixe. Mais donc, je crois que le fixe, c'est pas une question de mouvement de caméra ou de choses animées à l'intérieur du plan. C'est des questions de rapport, en fait. Que la lumière est un mouvement, que un oiseau qui s'envole est un mouvement, qu'une voiture qui passe est un mouvement, que des enfants qui jouent au-dessus d'un arbre, c'est un mouvement. Donc, je pense qu'au contraire, que le fixe est un tremplin pour faire exister plein d'autres mouvements que celui de la machine. Donc, c'est juste que ça demande de penser très fort autre chose qui prend plus de temps et qui demande une grande confiance dans le mouvement de la vie, qui est le jeu de rapport entre les choses, en fait. Et ces choses étant effectivement un rapport image-son ou un jeu de lumière ou entre les éléments matériels à l'intérieur d'un plan. Mais du coup, c'est tout ça qui a été très fort travaillé dans le film pour effectivement donner aussi une histoire unitaire dans le mouvement du film et qui était loin du premier projet des 18 courts-métrages avec chaque fois l'histoire d'un arbre individuel. Vous voyez, c'était tout d'un coup une plus grande histoire que celle de l'arbre, parce que vous l'aurez compris, c'est aussi un film qui raconte les grandes différences et les petites similitudes entre l'humain et l'arbre, qui revient à l'origine du monde, en fait. On commence avec un mythe de création, qui est l'histoire du baobab, avec cet arbre renversé, qui est une histoire qu'on retrouve dans beaucoup de cultures, dans la mythologie, notamment dans les pays du Nord, cette idée de l'arbre renversé. Et puis, il y a cette idée de l'origine du monde, où on revient sur le mot séquoia, et avec un enfant qui rejoint aussi la notion du conte, de la grande forêt qui fait un peu peur et qui en même temps est protectrice, et donc et qui crée en même temps un rapport d'échelle. Donc c'est que c'est mon fils Jules, donc qui fait le petit chaperon rouge ou le petit poussé, je ne sais pas très bien. En tout cas, on n'avait pas acheté de manteau, c'était son manteau rouge. Et là aussi, c'est comment filmer des arbres qui sont tellement grands qu'on n'arrive pas à les montrer en entier. Vous voyez, c'est comment on se met à travailler le hors-champ, parce qu'ils sont si grands que finalement, on ne peut pas les voir tout entiers. Et on va en hiver parce que
aussi une réverbération de la lumière à partir du sol enneigé, alors que le sous-bois en était plus sombre, plus couru aussi. On va avec un steadicammer pour faire des mouvements souples de travelling en marchant. Et surtout, ça crée un rapport d'échelle parce que vous pouvez filmer un dinosaure, si vous mettez pas un humain à côté, vous dites pas que c'est juste voilà, immense. Et le séquoia, c'est un peu pareil, en fait. Il a ce côté pachydermique. Il est beau d'abord à la base, mais en plus, il faut créer un rapport d'échelle pour comprendre à quelle dimension on a affaire. Et, et donc voilà, c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, cette séquence se construit comme ça. Je suis désolée, on est obligé on est un peu pressé par le temps, c'est un peu un crève-cœur, mais peut-être aussi, parce que je trouve c'est vraiment important dans ce documentaire, vous avez compris tous ces ingrédients savants de la mise en scène entre la lumière, le choix très précis des cadres, des plans, etc. Il y a aussi l'écriture du texte, qui est quand même assez remarquable, qui est voilà, le travail de Sophie. Il y a de nombreuses influences philosophiques, botaniques, poétiques, du mythe, du conte, etc. Comment tu t'es fixé des objectifs pour aboutir à cette matière qui est presque de la haute couture pour moi, et comment ça s'appréhende dans le temps, et puis pourquoi Michel Bouquet, qui est une question un peu plus peut-être évidente, mais voilà, qui participe aussi je crois, de ce geste documentaire. Je pense que l'écriture du commentaire, c'est toujours quelque chose de compliqué parce que, vous voyez, je suis pas de l'école du cinéma direct qui rejette le commentaire à la base. J'ai été fort nourrie aussi des films des années 50, 60 qui précédaient ce cinéma direct du son synchrone, où tout d'un coup on a mis à l'écart ce documentaire parlé qui était lié à la voix off pour un documentaire parlant, tout d'un coup du son synchrone et de la mise en scène de la parole. Mais du coup, c'est là aussi où je dis toute la forme, l'écriture qui accompagnait chaque récit et le récit d'ensemble était important parce que il allait porter l'histoire. Mais en même temps, on pouvait pas se passer d'écrire effectivement un commentaire. Après, je pense que oui, quand je dis ça s'est étalé sur 10 ans, je prends beaucoup de notes, j'accumule les écrits et c'est clair que chaque séquence aussi était travaillée. Et donc, j'ai accumulé beaucoup. Après, c'est comme j'ai puisé de façon pluridisciplinaire, l'inspiration, elle est aussi liée à ce travail-là. En fait, il y a une dimension anthropologique très forte. J'ai eu des cours de Descola pendant 2 ans d'anthropologie de la nature. Vous voyez, il y a aussi un esprit qui est là par rapport à essayer peut-être de nous déplacer dans ce rapport nature-culture qui était très... on est quand même dans des oppositions radicales dans l'histoire de la pensée occidentale, ce qui depuis quelques siècles, c'est assez récent finalement, et ce capitalisme exacerbé qui va jusqu'à la destruction du vivant. Donc c'était aussi comment travailler ça, mais peut-être d'une autre manière. Vous voyez, par exemple, au montage, on voulait surtout pas commencer par la mort des arbres ou l'exploitation forestière, et au contraire, raconter ce qu'est un arbre, en donner une étendue à travers une petite palette qui émerveille, qui étonne, qui est inattendue, qui va contre les idées reçues. Et puis après, on sait mieux ce qu'on perd, en fait, une fois qu'on a connu et qu'on a eu un rapport avec les choses. Et qu'on les connaît un peu mieux en sortant du film. Du coup, ce mouvement-là, il était d'emblée, mais c'était aussi notre propre chemin, en fait. Et donc le commentaire, je l'ai écrit à l'été 2000, 2000, oui, 2000. En fait, on a tourné sur 2 ans et donc il fallait attendre la fin du film. Donc il y a eu montage, d'abord une voix témoin, mais je reprenais tout. Mais j'ai très inspiré. Le mythe de création, il a été complètement réécrit pour essayer d'en retirer voilà, une forme de simplicité, d'épure. Et après, il y a tout un calibrage avec l'image et le son, en fait, parce qu'il y a un gros travail son. En 2000, c'est l'époque où il commence à y avoir une division du travail. Et donc, les monteurs son s'inventent de plus en plus. Souvent viennent soit des ingé sons, soit des monteurs qui, au départ, avaient fait le montage. Et là, pour vous dire, la plupart des choses qui sont tournées ne sont tournées sans son, en fait. Le tournage s'est fait en muet, c'est tourné en Super 16 gonflé 35 parce qu'il y a sorti sale.
Et du coup, on travaille en pellicule, on travaille de manière très économique. On tourne pas énormément, mais on est très clair sur ce qu'on fait et la façon dont on le fait et ce pourquoi on le fait. Donc, on peut recommencer comme ça, parfois un plan au niveau du rythme, parce qu'il y a un rythme d'ensemble aussi qui trouve sa cohérence. Mais sinon, après, je reprends tout, mais je peux, par exemple, pour l'arbre fou, qui est le faux de Verzy, qui est dans la forêt de Reims, je vais chercher des thèses sur le faux de Verzy, et puis je reprends le champ lexical, et tout d'un coup, je fais une espèce de liste rhétorique sur la divagation de cet arbre. Mais donc, pour chaque partie, ça a été travaillé comme ça, avec des écrits différents. Pour le travail du être chandelier, il y a 4 travelling avant, comme ça, dans le film, qui sont un peu des chapitrages, on va dire. Et il y a le premier qui est le être chandelier, qui parle de la nomenclature, où le monde est un. On parle de la famille, de l'espèce, et on va jusqu'à la galaxie. Et là, c'est inspiré d'un texte de Monod, dans Le philosophe et l'hippopotame. Donc, vous voyez, je vais chercher, je prends, je m'approprie, je transforme. Et donc, il y a à la fois, effectivement, une dimension poétique, une dimension scientifique, une dimension anthropologique. Et tout ça, c'est un tenant, en fait, parce que c'est ce qui relève de la vie, en fait, dans notre rapport aux choses, au monde, et que tout ça a été très inspirant et nécessaire pour faire ce film, en fait. Du coup, j'ai essayé de me dire que les gens qui verraient le film étaient comme moi, en fait, dans leur capacité d'étonnement ou de découverte ou d'appréhension des choses. Donc, vous voyez, l'arbre qui communique, c'était aussi, ça venait de se trouver, et pour ça, Francis était une mine, parce que comme il est en contact avec énormément de chercheurs de par le monde, tout d'un coup, il y avait un scientifique sud-africain, Van Hoven, qui avait trouvé ce phénomène de communication entre arbres à travers des animaux morts dans un game lodge. Et c'est parti de là. On a trouvé des feuilles d'acacia à forte concentration tannique dans l'estomac, et puis hop, c'est parti. Mais donc on l'a appris grâce à lui. Ça se passait à ce moment-là, et on est allé tourner en Afrique du Sud. Mais du coup, enfin voilà, je sais pas si des questions, on a le temps. Alors, je crois que Delphine s'est levée, ce qui veut dire qu'on a probablement explosé le compteur temps. En tout cas, ensuite, Sophie nous rejoint, passe la soirée avec nous. Donc, ce que je vous propose, c'est de venir à sa rencontre.